Bienvenue à la table ronde sur les secteurs porteurs de l'économie égyptienne et les opportunités pour les entreprises françaises, que je vais avoir l'honneur d'animer en tant que journaliste des Échos en charge du Proche-Orient et de l'Afrique. Et je vais avoir le plaisir de vous présenter les intervenants. Donc d'abord Madame Nadine Barbier, PDG de Naos Marketing, études et conseils et études de marché. Monsieur Yasser Al-Nagar, ambassadeur et vice-ministre de l'investissement du gouvernement égyptien. Yves Gauthier, directeur général de Mobinil. Denis Simoneau, membre du comité exécutif d'Engie, un des géants mondiaux de l'énergie. Et Jean-François Talec, conseiller pour la politique maritime et les relations institutionnelles de l'armateur CMA-CGM. Nous devrions être rejoints plus tard par M. Dominique Mangin-Douins, directeur général de la zone Afrique, Inde, Moyen-Orient de Suez Environnement, qui est retenu par une réunion en ce moment. Alors, l'objet de l'esprit de cette table ronde, c'est pas une succession d'exposés magistraux et académiques, c'est plutôt une sorte de dialogue, 3 ou 4 tours de table sur quelques questions où chacun pourra réagir aux propos des uns et des autres. Je vous demanderai de limiter vos propos à 3 ou 4 minutes pour qu'on ne soit pas pris par le temps et qu'on puisse terminer avec la traditionnelle session des questions et réponses à la salle d'une demi-heure à la fin. Donc, la première question, en quelque sorte, c'est à propos de l'Égypte, qui s'est imposée comme une des économies émergentes, troisième économie d'Afrique, si je ne dis pas de bêtises, qui est maintenant sur les écrans radars de tous les investisseurs. Les sigles abondent, où il y a toujours le E de Égypte, que ce soit dans Civets ou Next 11, etc. Et pourtant, ce pays a connu, évidemment, avec le printemps arabe et le changement de la chute de Moubarak, quelques années délicates, mais on dirait qu'il repart de l'avant avec une croissance de 4% attendue pour cette année. Apparemment, une sorte de politique suivie par le gouvernement de relance keynésienne par les grands travaux, dont le doublement du canal de Suez et l'illustration. Parallèlement, quand même, des problèmes à l'horizon, avec notamment les fragilités du secteur touristique, essentiel pour la balance des paiements, avec notamment l'attentat de Sharm el-Sheikh. Donc, je voudrais commencer avec le ministre égyptien. Quelles sont actuellement les perspectives pour le dynamisme de l'économie égyptienne? Et les autres intervenants enchaîneront sur cette question. Monsieur Al-Nagar. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de remercier l'Institut du monde arabe pour avoir organisé ce petit déjeuner et cette rencontre. Comme vous l'avez évoqué rapidement, l'Égypte a connu une période trouble au cours des 5 dernières années. Mais depuis 2014, voire même 2013, le gouvernement égyptien a pu adopter un programme de réformes économiques et sociales très fortes. Et il s'agissait là de programmes aux répercussions palpables dès maintenant. Nous avons eu des résultats visibles, donc le taux de croissance enregistré pour 2015 est de 4,2%, alors que dans les années précédentes, il fluctuait entre 1,8 à 2%. Le volume de l'investissement direct étranger a atteint 6,4 milliards de dollars pour l'année financière 2014-2015. Il s'agit là d'un saut qualitatif par rapport à l'année précédente où ce volume de l'IDE s'élevait à 4 milliards de dollars. Donc, ce projet de réforme a eu des résultats tangibles et c'est là un programme très ambitieux. Il faut rappeler que le budget pour 2015-2016 consacre une part à l'investissement. L'investissement, qu'il soit gouvernemental ou du secteur privé,
a une part dans ce budget, et cette part s'élève à 417 milliards de livres égyptiennes, dont 237 milliards de livres égyptiennes serait l'investissement privé, qu'il s'agisse d'investissement local égyptien ou d'investissement étranger. Et donc, les ambitions sont grandes, comme je l'ai dit, et elles sont attendues. Et nous œuvrons à plusieurs niveaux afin que ces ambitions et ces projections soient réalisées. Et j'évoquerai ces questions plus longuement au cours du débat. Merci, Monsieur El Nagar. Madame Barbier, comment, vous qui êtes spécialiste des études de marché, comment vous voyez les perspectives ? Alors, études de marché, c'est une toute petite partie de notre activité. Nous sommes plus spécialisés dans la relation client et tout ce qui tourne autour de la relation client, c'est-à-dire à la fois customer support, comme on dit, donc support client, ou téléprospection, télévente, que ce soit sur l'Égypte, le Moyen-Orient, ou également sur la France, puisque nous travaillons aussi beaucoup avec des entreprises françaises. Alors, pour moi, je dois dire que je vois vraiment une volonté très très ferme des Égyptiens de nous aider à nous développer. Je dépends d'un organisme de tutelle qui s'appelle ITIDA, qui s'occupe à la fois des centres d'appel mais aussi des organismes du domaine IT. Et donc récemment j'ai eu une réunion avec eux et ils m'ont dit voilà, on voudrait que vous vous développiez. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Il y a des entreprises qui ne le sont pas, mais est-ce que vous êtes d'accord ? De combien ? Et de quoi avez-vous besoin pour pouvoir vous développer autant ? Et nous sommes prêts à vous aider. J'ai trouvé que c'était un discours tout à fait nouveau, très intéressant. Et donc j'ai fait un plan de développement où de 1250 salariés actuellement, je vais passer à 2500 en 2 ans. Grâce à cette aide et cet appui qu'il propose. Et les différents secteurs que vous suivez vous semblent avoir des taux de croissance très vigoureux, puisqu'on évoquait le 4%. Oui, je trouve aussi qu'il y a quand même une dynamique vraiment évidente. Même si moi j'ai pu constater dans mon entreprise que les années qu'on dit un petit peu noires après la Révolution n'ont pas empêché la progression de l'entreprise, puisque dans 6 ans on est passé de 2 à 1250 salariés. Monsieur Yves Gauthier, le téléphone portable est un des segments les plus dynamiques qu'on peut rencontrer dans les pays émergents. Comment ça se présente en ce moment en Égypte ? Bon, eh bien, nous, notre secteur, il est tiré par deux paramètres qui sont la croissance de la population et après la croissance de l'usage. Donc sur la croissance de la population, il y a à peu près 1,5 million de nouveaux Égyptiens par an. Donc ceux qui vont naître cette année, on espère que dans 10 ans, ils prendront un mobile. Et ceux qui le prennent cette année, c'est ceux qui sont nés il y a 10 ans. Et donc ça, bien sûr, la croissance de la population tire le secteur du mobile. Après, sur l'usage, ce qu'on voit, c'est une explosion de l'usage des données. La croissance du trafic donné est à peu près 100 à 110% par an. Donc c'est bien sûr énorme. Et bien entendu, la difficulté, c'est d'accompagner cette croissance par un développement de l'infrastructure. Et c'est vrai que la crise des devises fait que c'est de temps en temps un peu difficile d'importer le matériel dont on a besoin pour la téléphonie mobile. Mais globalement, enfin nous, on est plutôt très satisfaits. Donc Mobilil, c'est le groupe Orange. On est très satisfait du business en Égypte. Cette année, on espère une croissance entre 4,5% et 5%, et à peu près légèrement supérieure à 5% pour l'année prochaine. Ce qui fait que on est relativement optimiste sur ce secteur. Vous évoquiez l'aspect démographique. Juste une curiosité, à quel âge en Égypte les gens achètent leur premier portable ? Je pense que c'est un peu comme partout ailleurs. Le taux de pénétration aujourd'hui, c'est 110%. Donc il y a plus de cartes SIM que d'habitants. Ouais, comme partout, je pense qu'à partir de 12-13 ans, oui. Monsieur Denis Simoneau, dans l'énergie, comment ça se présente ? Quels sont les taux de croissance à espérer pour les années qui viennent et les problématiques ? Écoutez, je crois que c'est un secteur qui est très porteur. D'abord, quelques mots sur Engie. Permettez-moi de rappeler, donc Engie, c'est le nouveau nom de GDF Suez, donc Gaz de France Suez, qui sont 2 sociétés qui ont fusionné en 2008 et qui ont constitué un géant de l'énergie aujourd'hui dans le monde.
Nous avons changé de nom il y a quelques mois maintenant, au mois d'avril, pour tenir compte de l'évolution de notre secteur énergétique dans le sens de la transition énergétique, donc fondée essentiellement sur l'efficacité énergétique et sur le renouvelable. Et donc à partir d'une histoire ancienne, puisque Suez, je rappelle, est l'entreprise qui a été à l'origine du canal de Suez. Nous avons construit le canal en 1859, à partir de 1859. C'était le premier PPP, le premier partenariat public-privé en quelque sorte, à l'époque, conclu par la Société du canal de Suez, qui a fonctionné jusqu'en 1956, au moment de la nationalisation par le président Nasser. Et je voulais dire que non seulement ça a été le premier PPP, mais ça a été aussi la première sortie, je dirais, de façon équilibrée d'un PPP avec le gouvernement égyptien de l'époque qui a tenu des négociations avec Suez pour indemniser la société Suez et permettre le développement et la continuité de l'activité économique. Donc ça, c'est remarquable parce que je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, tous les pays qui décideraient de nationaliser auraient la capacité et la volonté politique d'indemniser la société en question. Donc je voulais le dire et remercier par votre biais, Monsieur le Ministre, les autorités égyptiennes qui avaient respecté leurs engagements dès cette époque. Alors aujourd'hui, Engie en Égypte, c'est essentiellement de la production de gaz. Nous sommes producteurs de gaz soit onshore, dans 2 sites différents, soit offshore, là aussi dans 2 sites, un dans le delta du Nil et l'autre dans le golfe de Suez. Nous sommes dans certains cas en partenariat avec EGAS, la société égyptienne, mais nous sommes aussi en partenariat avec Shell ou avec Eni. Ça se passe plutôt bien, dans le sens où ce sont des productions qui sont tout à fait importantes et dont les perspectives sont très encourageantes, c'est-à-dire qu'il y a évidemment la grande découverte dont on a parlé tout à l'heure de Eni qui s'appelle Zohr, mais vous avez des champs qui sont aujourd'hui en activité, qui sont tout à fait porteurs. Donc nous sommes confiants sur l'avenir de cette activité. Deuxième activité, c'est le gaz naturel liquéfié, comme je l'ai indiqué tout à l'heure au ministre. Nous sommes partenaires d'un des terminaux de gaz naturel liquéfié qui s'appelle Itku, à côté d'Alexandrie. Nous avons 5% du terminal, mais surtout nous étions un acheteur. Nous avions conclu en 2005 un accord pour 20 ans d'achat de gaz naturel liquéfié. Alors évidemment, compte tenu des besoins domestiques, compte tenu des difficultés qu'il y a pu avoir au niveau économique en Égypte, c'est une activité qui aujourd'hui est très réduite puisque ces terminaux n'exportent pas de gaz naturel liquéfié. Mais nous l'avons vu tout à l'heure, il y a des potentialités effectivement pour reprendre cette exportation, sachant que ce sont des installations qui existent déjà, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de construire une nouvelle installation, on pourrait utiliser le terminal d'Itku en particulier pour exporter du gaz naturel liquéfié. Troisième type d'activité, c'est la production d'électricité, puisque GDF Suez, Engie aujourd'hui, c'est le gaz, la production d'électricité et les services énergétiques. En matière de production électrique, nous avons commencé une activité importante aujourd'hui dans la production d'énergie renouvelable. Nous avons un projet donc, de 250 MW d'énergie éolienne avec le groupe Orascom et le groupe Toyota. Et nous avons d'autres projets en matière de solaire et d'éolien. Donc nous pensons que, comme le ministre l'a indiqué tout à l'heure, avec une perspective de 20 000 MW en 2025, il y a aujourd'hui place pour plusieurs opérateurs, nous ne sommes pas les seuls, mais en tout cas nous estimons que nous pouvons progresser effectivement sur la production d'énergie éolienne, d'énergie solaire en Égypte. Troisième type d'activité, c'est tout ce qui concerne l'ingénierie. Nous avons une société d'ingénierie qui s'appelle Tractebel Engineering, qui regroupe toutes les activités d'ingénierie de notre groupe et qui est déjà active sur plusieurs projets ou plusieurs développements, notamment en matière d'hydroélectricité ou en matière, là aussi, de chaîne du gaz. Donc tout ça pour vous dire que, vous voyez, dans tous les domaines, nous sommes effectivement sur le marché égyptien et tout à fait encouragés par les développements que nous observons.
Nous avons l'impression qu'il y a une activité économique effectivement qui repart bien, qui est soutenue par les autorités égyptiennes, et nous entendons nous inscrire dans cette nouvelle dynamique qui nous paraît porteuse. C'est un pays important, avec une démographie évidemment très importante. J'oublie de mentionner un autre aspect, c'est tout ce qui est le développement de la ville de demain, la ville durable. Nous sommes très attentifs aux perspectives de développement d'un nouveau Caire, d'une nouvelle capitale, qui, là aussi, serait porteuse, évidemment, d'affaires pour beaucoup d'entreprises françaises, et en particulier pour Engie. Merci. Monsieur Talek, quelle est votre vision pour l'Égypte et pour son rôle dans le commerce maritime international ? Depuis ce matin, nous travaillons, nous parlons du développement économique de l'Égypte. Et quand on parle de développement économique, on ne peut pas manquer de parler de transport maritime. Aujourd'hui, 80 à 90% des marchandises qui sont échangées dans le monde voyagent par voie de mer. Et sans la possibilité de transporter des marchandises à bas coût avec le moyen le plus économique en émissions de CO2, il n'y aurait pas d'économie mondialisée que nous connaissons aujourd'hui. Donc CMA-CGM est une compagnie de navigation qui assure le transport de conteneurs par ligne régulière. Chaque mot a son importance. La régularité de nos lignes avec des touchés hebdomadaires dans chacun des ports est l'une des conditions de la satisfaction de nos clients. Nous déployons une flotte de 465 navires sur 170 lignes maritimes avec à peu près 400 bureaux dans le monde. Et nous avons trois types d'activités. La première, c'est celle que je viens de... Et ces trois types d'activités intéressent le développement de l'Égypte. La première, celle que je viens d'évoquer, c'est bien évidemment le transport maritime et le passage par le canal de Suez. J'y reviendrai tout à l'heure, si vous le souhaitez, est un élément extrêmement important des routes maritimes que nous empruntons. Mais nous sommes aussi exploitants de terminaux portuaires, un petit peu partout dans le monde. Nous sommes propriétaires, pour une part ou pour totalité, de terminaux portuaires que nous exploitons. Et nous développons également des filiales qui sont spécialisées dans la logistique, telles que la gestion d'entrepôts ou des logistiques terrestres qui nous permettent d'apporter un prolongement à la partie transport maritime. Je pense que ces deux dernières activités, à côté de l'activité proprement dite de transport maritime, peuvent intéresser nos amis égyptiens dans le développement de la zone du canal. J'y reviendrai si vous le souhaitez. Est-ce que vous souhaitez que j'aborde maintenant la question du transit par le canal ? Non, ce sera l'une des questions que nous aborderons à la fin de la table ronde. Pour l'instant, on reste sur l'économie égyptienne dans son ensemble. Donc j'accueille M. Mangindouin qui vient d'arriver. Et donc Suez Environnement, ses activités, ses projets et ses conceptions du développement de l'Égypte. Bien, tout d'abord, je voudrais effectivement préciser, Denis Simoneau l'a fait excellemment bien, mais pour qu'il n'y ait pas de confusion entre Suez Environnement, GDF Suez, ça peut paraître un peu compliqué. Denis nous a expliqué que Suez et GDF avaient fusionné en 2008 et maintenant s'appelle Engie. Nous étions dans le groupe Suez, nous avons été filialisés au moment de la fusion Suez-GDF pour devenir Suez Environnement, nous occupant de l'eau et des déchets. Et depuis, nous avons eu le privilège, depuis que GDF Suez a changé de nom pour s'appeler Engie, nous nous appelons dorénavant, depuis quelques mois, Suez tout court. Et donc, dans ce colloque, nous sommes assez fiers de pouvoir porter le nom de Suez. Et nous sommes les seuls maintenant à nous appeler Suez. Merci, Denis, de nous avoir autorisé ce passage. Bien, Suez, donc, on ne va pas remonter l'origine de Suez, mais aujourd'hui, nous travaillons depuis 1948 exactement, au niveau principalement de l'eau, de la construction d'usines d'eau potable et d'eau usée. Nous pouvons dire qu'en Égypte, nous avons construit plus de 60 usines sous le nom de De Grémont, mais De Grémont fait partie intégrante de Suez aujourd'hui, puisque nous n'avons plus qu'une seule marque. Mais nous avons construit 60 usines et souvent avec les mêmes partenaires égyptiens dans le génie civil. Le plus important d'entre eux est Arab Contractors, bien connu. Et on peut dire que c'est 60 ans ou 70 ans maintenant de travail continu en Égypte se sont faits
je dirais, dans d'excellentes conditions et en très bonne relation avec les autorités, j'allais dire publiques, et des partenaires privés. Je dirais que même la dernière usine, nous avons eu l'honneur de recevoir le président de la République à Alexandrie le 8 novembre avec le Premier ministre qui sont venus visiter le site. C'est une usine qui traite 800 000 mètres cubes par jour d'eau usée et ils ont pu se rendre compte des technologies appliquées sur ce contrat. Donc nous travaillons d'une manière continue, nous n'avons jamais arrêté et aujourd'hui notre principale activité est la gestion de ces usines, la gestion, enfin de l'opération maintenance, comme nous disons dans notre jargon, de ces usines d'eau usée, Alexandrie ou pour le Caire, sur le site de Gabal, qui est un site qui comporte plusieurs usines de traitement des eaux usées. Et nous sommes donc partie prenante dans ces opérations. Juste pour donner un chiffre, de Grémont, donc Suez, livre aujourd'hui 70% de l'eau potable du Caire. Juste pour vous dire notre présence importante donc en Égypte. Et nous entendons y rester, puisque ce secteur, aussi bien dans les eaux usées que dans l'eau potable, et on va parler plutôt de dessalement sans doute plus tard, est un secteur porteur pour ce pays. Vous avez présenté tous donc des activités assez dynamiques et des perspectives optimistes. Et pour autant, est-ce que quand même vous estimez que les convulsions nées avec le début du printemps arabe, les incertitudes institutionnelles et aussi sécuritaires, puisque quand on écrit dans un quotidien, on voit tous les jours des nouvelles d'attentats dans le Sinaï, où il y a eu celui dramatique de Sharm el-Sheikh. Est-ce que sur le plan institutionnel, sécuritaire ou voire financier, vous estimez que l'Égypte aujourd'hui a résorbé le choc du changement de régime, de la chute de Moubarak il y a 4 ans? Avant de donner l'occasion aux représentants du gouvernement égyptien de s'exprimer là-dessus, peut-être des hommes d'affaires. Madame Barbier, peut-être vous voulez réagir là-dessus? Alors moi, je dois dire que je ne me suis jamais sentie en insécurité en Égypte. Déjà, c'est le premier point. J'étais là-bas pendant la Révolution, j'y suis restée, j'ai vraiment pas eu de soucis. Bien sûr, il fallait prendre des précautions, mais je trouve que l'Égypte, c'est quand même un pays relativement sûr. Il y a très peu de crimes, très peu de vols, etc. Et franchement, la sécurité n'est pas un problème au quotidien quand on habite au Caire. Les week-ends, je peux aller au bord de la mer Rouge, ça pose aucun problème non plus. Alors, sur les autres volets que vous vouliez évoquer, c'était les incertitudes institutionnelles, oui. et puis aussi le trou d'air économique qu'il y a eu. Oui. Alors, bien sûr, il y a eu une période juste après la Révolution où tout a été un petit peu plus compliqué. La période, j'allais dire aussi, du premier président qui a été élu a été aussi relativement difficile. Et puis maintenant, je trouve que tout est revenu à quelque chose d'à peu près normal pour nous. Il y a toujours des difficultés administratives, mais ça, je pense que c'est plus lié à la bureaucratie égyptienne qu'à un régime plutôt qu'un autre. Monsieur Simoneau? Je dirais que effectivement il y a eu une période quand même qui était un petit peu difficile, d'instabilité politique et du coup de difficultés économiques. Nous avons le sentiment aujourd'hui que sur le plan de la sécurité, c'était votre question, il y a effectivement une situation beaucoup plus stable et beaucoup plus satisfaisante. Nous ne rencontrons pas de difficultés en matière sécuritaire. Sur le plan financier, effectivement, il y a quelques questions, on l'a évoqué dans la table ronde précédente, sur la stabilité financière du pays, sur sa capacité à lever des fonds et à soutenir un certain nombre d'investissements, mais ça reste un pays dans lequel il est possible de trouver des financements assez facilement au bout du compte, donc satisfaisant aussi. Sur le plan, je dirais, légal et administratif, c'est vrai qu'il y a parfois un peu de bureaucratie, mais enfin, quel pays n'a pas sa bureaucratie, et du coup, ça demande effectivement parfois un peu de patience pour faire aboutir des dossiers. Mais je dirais que dans l'ensemble, encore une fois, on arrive à travailler en Égypte. On a, nous aussi, maintenu nos activités depuis toujours. Et je crois qu'aujourd'hui, le contexte est globalement plus favorable à la reprise des affaires et la reprise d'investissements en Égypte. Monsieur Gauthier, vous voulez réagir sur cette question-là?
Bon, mais pour la sécurité, effectivement, il n'y a pas de problème. Bien sûr, il y a quand même eu la première révolution, la deuxième révolution, avec effectivement des morts. Mais ça a été des périodes relativement courtes. Et après, je ne peux pas dire qu'on ait eu des problèmes au niveau de la sécurité. En ce qui concerne le financement, comme le disait Franck Séculet ce matin, l'économie a été très résiliente. Et on a mené 2 rounds de refinancement et chaque fois on a pu le faire avec les banques. Donc il n'y a pas de problème pour se financer localement. Les problèmes viennent plutôt pour acquérir des devises, mais pour se refinancer localement en livres égyptiennes, il n'y a vraiment aucun problème. Après, sur la bureaucratie, c'est vrai qu'il y a des progrès à faire de ce côté-là, on ne va pas le nier. C'est vrai aussi qu'il y a eu, par exemple, moi j'ai eu en 4 ans 5 ministres des télécoms. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas, chacun avec une feuille de route un peu différente, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu, je dirais, une vision à long terme qui a été établie. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu gênant pour le développement du secteur. Par exemple, la 4G, qui permet d'avoir du broadband mobile de très haut débit, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Donc c'est vrai que ces changements successifs ont pénalisé un peu la vision long terme. Par contre, à court terme, ça n'empêche pas les gens de téléphoner, donc ça, on ne peut pas dire que ça a impacté le business court terme. Donc c'est vrai que je pense que le fait que maintenant l'Égypte s'est dotée d'un système politique stable, avec un président élu, avec un parlement élu, va certainement amener cette stabilité politique qui était nécessaire. Et après, la croissance économique va venir. Et effectivement, il faudrait que le tourisme reprenne. C'est un des secteurs qui est pourvoyeur de devises et qui aussi tire un peu la croissance. Mais je crois que la politique qui a été menée sur une politique de grands travaux, qui a permis justement de relancer l'emploi, aussi d'avoir de l'investissement, a bien aidé à soutenir la croissance économique passée. Et puis les découvertes qui ont été annoncées, comme le champ gazier de Zor, je crois que c'est 850 milliards de mètres cubes, quand même va permettre à l'Égypte d'être autosuffisant en ce qui concerne l'énergie, et ça va aussi certainement amener un gros plus sur la croissance économique. Monsieur Talek, l'insécurité sur le canal de Suez, ce n'est pas un sujet ? Oui, alors peut-être 2 volets, effectivement, sur les questions de sûreté concernant le transit par le canal de Suez. Ça aurait pu être un sujet d'inquiétude, mais en réalité, nous n'avons jamais eu le moindre doute sur la détermination du gouvernement égyptien à maintenir la sécurité de ce transit. Donc ça, ce n'est pas été une difficulté. Pour ce qui concerne nos activités à terre, activités dans le domaine multimodal ou fonctionnement tout simplement de notre agence maritime, il a fallu bien entendu passer les événements un petit peu difficiles, mais cela s'est fait sans véritable difficulté insurmontable. Sur le deuxième volet de ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire la stabilité des réglementations et leur adaptation au développement économique, nous avons petite difficulté actuellement sur le transit de certaines marchandises particulières par le canal de Suez, qui ont fait l'objet de réglementations nouvelles, qui datent de quelques semaines, et qui rendent beaucoup plus compliquées les formalités de ce transit. Nous avons déjà commencé à parler avec les autorités égyptiennes et nous commençons à progresser dans la voie de la simplification, mais c'est vrai que ça a été une difficulté qui persiste encore pour une petite part. Le canal de Suez a des concurrents ? Oui, bien sûr. Le plus grand concurrent du canal de Suez, c'est le Cap. C'est le passage par le Cap. Alors évidemment, le passage par Suez, c'est une économie très importante. C'est 7 à 8 jours, parfois plus, selon les trajets Europe-Asie ou Amérique-Asie d'économie. Donc c'est une économie importante de temps, une économie de carburant, une économie d'émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, certaines compagnies de navigation, et pour l'instant ce n'est absolument pas notre cas d'ailleurs,
ont fait des calculs qui ont rendu plus économique le passage par le Cap. Donc c'est quelque chose, c'est un point sur lequel il faut que les autorités du canal soient attentives. Et puis il y a un autre concurrent pour le canal de Suez, c'est tout simplement le canal de Panama. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes routes. Le canal de Suez a un avantage très important par rapport à Panama, c'est sa capacité à faire passer les plus grands bateaux. Aujourd'hui, malgré la course au gigantisme des grands porte-conteneurs, nous sommes encore très loin de la limite qui est admissible par le canal de Suez. Et il y a un deuxième avantage qui est tout à fait dans le bon sens pour le canal de Suez, c'est la fluidité du trafic. À Panama aujourd'hui, il y a jusqu'à 30 navires en attente de passer. Il y a clairement un engorgement et nous ne voyons pas que la mise en service des nouvelles écluses permette de réduire cet engorgement. Ça n'existe pas à Suez et le doublement des récents travaux, je voudrais rappeler que pendant le discours du président Sisi au moment de l'inauguration, c'est le CMA-CGM, voilà, c'est le CMA-CGM Titan qui a été le premier navire à passer devant la tribune officielle au moment de l'ouverture de l'agrandissement du canal. Mais aujourd'hui, la fluidité du canal de Suez est parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente ni en direction du nord, ni en direction du sud, et c'est donc véritablement un outil extrêmement performant. Merci. Monsieur Mangin-Douins, vous voulez peut-être aussi évoquer cette question ? Bon, au niveau de la sécurité, non, je n'ai rien d'autre à ajouter. On a donné des consignes de sécurité à notre personnel sur place, mais jusqu'à présent, en tout cas, on n'a pas eu à souffrir de quoi que ce soit. Et donc, je corrobore un peu ce que m'ont dit mes amis. Sur la difficulté que l'on voit, nous, aujourd'hui, c'est effectivement le financement en devise. Le financement en devise reste un problème. Lorsqu'on construit une usine, il y a toujours une part locale et il y a une part en devise. Et c'est vrai que nos clients, les autorités gouvernementales égyptiennes nous demandent souvent d'apporter le financement. Et donc, la partie en devise pose un problème aujourd'hui. C'est sûrement des difficultés pour pouvoir concrétiser un certain nombre de projets qui sont dans le pipe aujourd'hui. Et il est impossible de faire une usine aujourd'hui entièrement, en devise, payée entièrement en devise égyptienne. Donc c'est un problème, j'espère que ça va s'améliorer. On est obligé d'aller rechercher des financements de plus en plus sophistiqués, mais c'est vrai que, quand je dis sophistiqués, c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans un certain nombre de pays qui sont prêts à soutenir l'Égypte, mais ça pose quand même un problème pour les industriels que nous sommes. Monsieur El Nagar, votre point de vue sur la question notamment sécuritaire, et au passage, plusieurs des hommes d'affaires là, viennent d'exprimer un souci sur le financement en devise. Quelle est votre réponse sur cette question ? Si vous me permettez, j'aimerais évoquer deux questions qui ont été soulevées durant ce débat. D'abord, pour ce qui est du volet sécuritaire, l'Égypte, depuis 2011, a souffert du terrorisme, mais aussi d'une dégradation de la situation sécuritaire et de l'augmentation du taux de criminalité. Cette dégradation a duré jusqu'en 2013. Et depuis 2013, si l'on veut évaluer la situation, l'on voit que la situation sécuritaire s'est nettement améliorée et le taux de criminalité a baissé. Pour ce qui est du terrorisme et de cette guerre que nous menons tous contre le terrorisme, eh bien, nous avons pu améliorer la lutte antiterroriste au niveau des grandes villes et dans certaines régions du nord et au nord de Sinaï. Voilà pour ce qui est du volet sécuritaire. Les différents intervenants ont évoqué cette amélioration sécuritaire, mais l'on témoigne aussi d'un appétit grandissant des investisseurs qui veulent investir dans le marché égyptien, qui veulent accéder au marché égyptien.
Cela a différentes raisons, notamment les développements au niveau régional. Et il faut rappeler que l'Égypte offre un marché très intéressant, avec beaucoup d'opportunités. Et cela a pu renforcer cet appétit des investisseurs. Aujourd'hui, le défi majeur que connaît notre pays, pour ce qui est de l'accès au marché égyptien, concerne les formalités administratives. Il faut rappeler, et cela a été évoqué durant la matinée, il faut rappeler qu'il y a plusieurs décrets et cadres réglementaires et législatifs qui ont été stipulés depuis juin 2013. Plusieurs parmi eux ont pour objectif d'améliorer le climat des affaires. Malheureusement, toutes ces procédures n'ont pas été correctement mises en œuvre. Et cela pourrait justifier les réserves qui ont été exprimées par les intervenants au niveau de la bureaucratie. Nous y travaillons. Il faut rappeler que le changement des programmes d'action de certains ministères suite au changement de ministre, donc ces changements n'ont pas été très coordonnés. Mais c'est un problème qui sera résolu dès que le Parlement sera mis en place. Le gouvernement a révisé toutes les politiques qui seront votées par le Parlement. Et donc les politiques mises en œuvre resteront les mêmes après les élections législatives. Pour ce qui est de l'accès au financement, je ne considère pas que cela pose une réelle difficulté en Égypte, car nous proposons plusieurs alternatives. Il s'agit d'alternatives proposées par le gouvernement ou par le secteur privé. Le gouvernement lance ainsi 16 projets de partenariat entre le secteur public et privé, notamment certains concernant l'assainissement de l'eau, la désalinisation des eaux, les transports maritimes, entre autres. Cependant, nous faisons toujours face au problème des devises étrangères. Comme l'a évoqué Monsieur le ministre pendant la première table ronde, plusieurs politiques sont entamées. Un conseil consultatif présidé par le Premier ministre a été établi. Il s'agit là d'un conseil qui a un rôle strictement consultatif, car c'est la Banque centrale égyptienne qui s'occupe de la politique monétaire. Et nous faisons la distinction entre ces deux autorités. Néanmoins, ce conseil consultatif présidé par le Premier ministre permet de coordonner entre les deux instances gouvernementales et parlementaires, et celle de la Banque centrale égyptienne. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez tous présenté les opportunités dans vos secteurs, ou de manière générale pour l'économie égyptienne. Qui dit opportunité dit généralement concurrence, compétition. Est-ce que vous pouvez présenter un peu la situation concurrentielle dans les secteurs qui vous concernent? Je ne sais pas qui veut démarrer le premier. Monsieur Simoneau ou Monsieur Gauthier Alors, dans le domaine du mobile, on est 3 opérateurs. Vodafone, donc, qui est un opérateur anglais, et Etisalat, qui est un opérateur émirati, et donc Orange. Et bon, bien sûr, le mobile est comme partout dans tous les pays très concurrentiel, puisque bon, les taux de pénétration maintenant sont relativement importants, donc la croissance vient de l'usage et des clients qu'on peut prendre aux concurrents. Donc effectivement, c'est un domaine qui est très concurrentiel. Côté fixe et Internet, donc fixe, c'est Télécom Égypte, qui est une société 70%, l'État est actionnaire à 70% et 30% sur la bourse du Caire. Et ils ont un ISP qui a 72% des parts de marché. Donc là, on peut dire que c'est un monopole. Et effectivement, c'est un des problèmes, puisque
Les monopoles, en principe, ne garantissent pas ni la qualité ni la compétitivité en termes de tarifs. Mais bon, sur la partie mobile, c'est très concurrentiel. Madame Barbier. Oui, bien entendu, j'ai des concurrents en Égypte qui sont là depuis longtemps, notamment un call center qui a été créé par le ministère des télécoms pour favoriser l'arrivée de call center en Égypte qui s'appelle Exceed. Et puis il y a d'autres. Je pense que maintenant je suis classée à peu près comme 6e ou 7e call center en Égypte, mais la compétition est normale, j'allais dire, et salutaire même en fait. Donc voilà, que celui qui fait la meilleure qualité au meilleur prix gagne. On est à peu près sur ces éléments-là. Donc sans difficulté, on a une association qui plus est des call centers en Égypte, et donc on présente régulièrement des éléments pour le gouvernement pour améliorer les choses. Les concurrents sont des locaux ou sont des filiales d'étrangers? Il y a une société française donc, qui est présente en Égypte et les autres sont locaux. Monsieur Simoneau. Le marché égyptien est très concurrentiel sur le plan énergétique. Dans le domaine gazier, il y a quasiment tous les opérateurs, donc on est partenaire souvent avec d'autres opérateurs. Et dans le domaine de la production d'électricité, aujourd'hui, justement, compte tenu de ces perspectives en matière de renouvelables, beaucoup d'entreprises du monde entier se positionnent sur le marché égyptien. Donc il y a quasiment tous les opérateurs français qui sont présents, mais il y a aussi d'autres pays qui ont pour l'Égypte beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Alors moi je dirais pour se différencier en matière de concurrence, il y a souvent un aspect qui est important, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. Parfois on considère que c'est un handicap, moi je pense que c'est plutôt un avantage, et c'est ce que nous essayons de faire, en tout cas de notre point de vue, Engie en Égypte, en soutenant un certain nombre de projets importants, et d'ailleurs je profite de l'occasion pour lancer un appel à chacun d'entre vous, puisque nous soutenons en particulier l'université française d'Égypte, qui est une université qui a été créée du temps des présidents Moubarak et Chirac, mais qui continue à fonctionner aujourd'hui et qui forme un certain nombre de cadres. C'était aussi une question qui était posée, je crois, par Thalès ce matin. Et donc nous avons, avec cette université, la possibilité de soutenir un programme important pour l'enseignement supérieur égyptien, et de cadres qui peuvent ensuite être utilisés par les entreprises françaises qui s'installent dans le pays ou qui sont déjà présentes. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette association des amis de l'Université française d'Égypte. Autre projet que nous avons, sur lequel nous travaillons, c'est à Alexandrie, pour soutenir un programme pour les enfants des rues d'Alexandrie, qui est aussi quelque chose de très apprécié. Et Suez y travaille aussi. Et puis nous avons enfin un autre développement important du fait de notre histoire avec le canal de Suez, avec le musée du canal qui, et je vois Ahmed Youssef ici, ou les représentants de l'association Ferdinand de Lesseps qui travaillent beaucoup sur ce sujet, qui serait donc de créer à Ismaïlia un musée du canal de Suez. Il y a un très beau bâtiment qui est l'ancien bâtiment de Ferdinand de Lesseps qui est en rénovation et qui sera le siège d'un musée très important. Donc simplement pour dire que ces projets sont des projets qui contribuent justement au développement économique, au développement touristique, au développement universitaire du pays. Et il me semble que c'est souvent un avantage pour les entreprises françaises que d'être partenaires de ce type de projet. Merci. Monsieur Mangindouin, le paysage concurrentiel dans l'environnement. Le pays est hautement concurrentiel, puisque d'abord les projets existent et sortent, donc évidemment ça suscite beaucoup de concurrence. Elle peut être locale, du reste, au niveau de l'eau potable, enfin de la construction d'usines d'eau potable, lorsque les techniques peuvent être trouvées localement. Du reste, je dois dire que lorsqu'elle est locale, on ne se retrouve pas frontalement contre cette compétition, parce qu'elle est financée évidemment en devise locale, et donc on n'a pas grande chance. Mais lorsque c'est une concurrence internationale, on trouve tous les acteurs, on trouve notre grand concurrent français évidemment, mais nous trouvons des Espagnols, on trouve même des sociétés du Golfe qui viennent en concurrence frontale contre nous. Donc je dirais qu'aujourd'hui, aussi bien dans les usines d'eau potable, mais surtout dans les usines d'eau usée qui font appel à des techniques, surtout lorsqu'on met du reuse, parce que lorsqu'on réutilise l'eau usée, je dirais, à des fins industrielles,
demande des techniques assez sophistiquées, membranaires ou autres, on trouve une concurrence essentiellement espagnole, française, et même, encore une fois, du Golfe, ou un projet où nous avons été en concurrence frontale contre une société du Koweït. Monsieur El Nagar, vous qui êtes chargé d'attirer les investissements étrangers en Égypte, qui est en face des Français? Quels sont les principaux pays, les principales entreprises qui viennent en Égypte aujourd'hui? Votre question concerne les secteurs ou les entreprises? Les entreprises en elles-mêmes. Qui investit en Égypte? Les Américains, les Chinois, les Allemands? Le premier investisseur en Égypte, c'est l'Union européenne. Nous avons effectué une étude qui est en cours d'être finalisée, qui explore l'état des investissements directs étrangers en Égypte, IDE, et la position de chaque État. Donc ce bilan, que contient cette étude, a permis d'établir que la première région du monde à investir en Égypte est la région de l'Union européenne. Elle représente 44% du total des investissements. Et elle compte des pays comme le Royaume-Uni, l'Italie, la France, l'Allemagne, ainsi que d'autres investisseurs. Nous avons aussi des investisseurs du pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Koweït. Nous collaborons actuellement avec la Chine sur un certain nombre de projets. Ces projets pour être financés du côté chinois ou grâce à une subvention du gouvernement chinois. Nous avons par ailleurs des projets à financement direct avec la Chine. Nous prévoyons actuellement d'établir une ligne ferroviaire à TGV, donc un TGV à grande vitesse, pour lier le Caire à la ville d'Assouan. Nous avons d'autres projets dans le secteur de l'énergie. L'autorité économique du canal de Suez travaille sur de nombreux projets, comme vous le savez, pour développer la zone économique du canal du Suez et pour développer une nouvelle capitale administrative. Et donc, il s'agit là de nouveaux projets qui pourront attirer des investissements directs. Ainsi, les entreprises souhaitant intervenir au niveau de ces projets pourront investir de manière directe par le biais de crédits bonifiés ou par le biais de prêts à taux réduits, concessional loans. Par ailleurs, les partenariats publics-privés sont très importants car ils permettent de développer l'urbanisation et le développement urbain qui est en cours au niveau du nord-est du pays et au niveau de la région du Sinaï. Et donc, comme je l'ai dit, beaucoup d'entreprises souhaitent travailler en Égypte. Et cet appétit s'explique en partie par le fait que le marché égyptien est un grand marché qui compte 90 millions d'habitants, avec une croissance démographique annuelle non négligeable, estimée à 1 million de nouveaux individus. Mais il y a aussi la baisse des prix des biens de consommation. Et la baisse de la croissance en Chine a des répercussions positives sur les autres marchés émergents. Et donc cela fait de l'Égypte un grand marché émergent,
un grand pays émergent dans la région du Moyen-Orient. Monsieur le ministre, vous venez d'évoquer le canal de Suez, qui évidemment est un projet absolument superbe, doublement sur 72 km, 350 millions de mètres cubes de terre déplacés en un an. Alors on pourrait terminer justement sur cette question avec Monsieur Talek et Monsieur Mangindouin, qui devaient initialement d'ailleurs participer à une table ronde uniquement consacrée à cette question. Comment vous jaugez l'impact que cela peut avoir sur tout l'aspect logistique, portuaire, etc., ce doublement du canal Aujourd'hui, pour CMA-CGM, ce sont 637 passages de nos navires chaque année. Ça a été 637 en 2014 et nous pensons que ça sera plus de 700 en 2015 par le canal de Suez. Ce sont les deux plus grandes voies maritimes au monde. Ce sont celles qui relient l'Asie à l'Amérique au travers du Pacifique et l'Asie à l'Europe en passant par le détroit de Malacca, l'océan Indien, puis le canal de Suez. Alors, quelle est la situation de l'Égypte dans cette répartition du commerce maritime mondial ? Les navires qui viennent d'Europe et qui se dirigent vers l'Asie, après leur passage dans les grands ports européens, sont pleins en arrivant en Égypte. Les navires qui viennent d'Asie et qui n'ont pas encore commencé à décharger leurs marchandises en Europe sont pleins en arrivant, en passant le canal de Suez. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que l'Égypte se trouve très bien placée pour recevoir ou pour exporter des marchandises. Mais ça veut dire aussi que, à l'exception de Port Saïd, qui a des tirants d'eau suffisants, les autres ports égyptiens, je pense à Damiette, je pense à Alexandrie, n'ont pas de tirants d'eau suffisants pour accueillir nos navires qui, encore une fois, sont pleins à ce moment-là. Donc si je puis me permettre de lancer un appel en direction des autorités égyptiennes... Il faut creuser. Une amélioration des tirants d'eau de ces deux ports permettrait une desserte directe, sans qu'il soit besoin de mettre en service, comme nous devons le faire actuellement, des lignes de feeder, de navires plus petits, pour desservir les autres ports égyptiens. Et ce serait donc un élément important de développement de l'économie égyptienne, non seulement dans la zone du canal, mais dans ces autres ports. Deuxième élément qui est important, il est évident que le développement de zones logistiques à proximité du canal constitue un élément majeur du développement de l'économie égyptienne. Ces zones logistiques permettront de décharger, de recharger des marchandises, permettront donc d'être les points de débouché naturels des industries que nos amis égyptiens nous ont décrites ce matin comme devant s'installer dans cette zone du canal et revêtiront donc une importance stratégique pour le développement de cette économie. Nous sommes, pour ce qui nous concerne, tout à fait intéressés, au travers de notre filiale logistique, à participer à ce développement par l'exploitation d'entrepôts, par la mise en place de systèmes d'empotage, de dépotage de conteneurs, par exemple. Et puis, le dernier élément, c'est tout simplement le développement portuaire. Les ports du monde, dans une certaine zone géographique, sont forcément en concurrence les uns avec les autres. Il est donc là aussi tout à fait stratégique pour nos amis égyptiens de faire en sorte que Port Saïd devienne un port tout à fait concurrentiel, avec tout ce qui va avec comme rapidité de chargement et de déchargement, comme cadence de chargement et de déchargement des navires, comme fiabilité, comme absence d'attente avant d'entrer dans un port. Il ne faut pas oublier qu'un navire perd de l'argent, non pas en mer, mais dans un port s'il n'est pas déchargé ou rechargé, s'il n'est pas en opération commerciale. Donc l'extrême fiabilité du fonctionnement des ports de cette zone du canal me paraît tout à fait stratégique pour assurer son développement. Monsieur Mangindouin. Il est prévu dans le schéma de développement du canal de Suez une augmentation de la population le long de ce canal. Et qui dit augmentation de population, on dit besoin supplémentaire en eau. Et je dirais que le long du canal, la seule possibilité, c'est le dessalement. Le dessalement à partir donc de l'eau, je dirais, du canal de Suez. Ces projets, il y a plusieurs projets de dessalement, c'est par osmose inverse.
que se feront ces projets. L'osmose inverse, tout le monde sait ce que c'est donc traiter l'eau de mer à travers les membranes. C'est très dévoreur d'énergie. Ce qui peut effectivement poser un problème et ce qui rend du reste l'eau traitée plutôt chère, même si en moins d'une génération on est passé de $2 le mètre cube à moins de 90 cents aujourd'hui le mètre cube. Il n'en demeure pas moins vrai que le poids de l'énergie coûte très cher. Et donc le long du canal, nous sommes en train de développer, on l'a pas fait en Égypte, on le fait dans d'autres pays, c'est de coupler ces unités de dessalement qui auront toujours besoin, je dirais, de l'électricité à partir du réseau, de le coupler avec le photovoltaïque, l'énergie photovoltaïque. Évidemment, parler d'énergie photovoltaïque en Égypte, ça a un sens. On ne parlerait peut-être pas ailleurs, mais en Égypte, ça a un sens. On est en train de développer un pilote à Abu Dhabi d'une unité de dessalement couplée avec une unité photovoltaïque qui fournit l'énergie à cette usine. Alors c'est vrai que c'est un pilote, donc aujourd'hui on parle d'usine de 200 000 mètres cubes jour, là on en est loin, c'est plutôt du 10 000, 15 000 mètres cubes jour ce pilote, mais ce pilote s'avère, marche très bien, il a été inauguré du reste tout à fait dernièrement, début novembre, et c'est très prometteur, et donc une des idées qu'on pousse avec nos amis égyptiens, c'est de proposer donc ces nouvelles usines de dessalement avec une alimentation, pas à 100% évidemment, mais en grande partie à partir du photovoltaïque, qui permettrait de réduire sensiblement le coût. Pas aujourd'hui, le photovoltaïque reste encore cher, mais c'est comme sur les débuts de ces énergies renouvelables, plus on en fera, plus on baissera le prix évidemment du kilowattheure. Donc nous sommes très optimistes là-dessus. Merci. Madame Barbier, Monsieur Simoneau, Monsieur Gauthier, vous voulez rebondir sur la question du canal de Suez ou revenir sur des questions peut-être que vous vouliez aborder à l'occasion de vos exposés précédents, que vous avez oublié, ou détailler un point? Sur le canal, peut-être trois commentaires. D'abord, féliciter les autorités égyptiennes pour la rapidité de l'exécution de ce doublement du canal. C'est quand même très impressionnant pour voir aussi la mobilisation financière de l'ensemble de la population sur ce projet. Enfin, je trouve que c'est très très parlant justement de ce dynamisme économique de l'Égypte contemporaine. Deuxième remarque, c'est que, effectivement, comme Dominique Mangin-Louens le disait à l'instant, toute cette zone autour du canal est une zone de développement économique aujourd'hui, qui M. Etalec le disait aussi, une zone qui va permettre de développer de nouvelles industries, de nouvelles plateformes logistiques, et il y a une très forte mobilisation de l'autorité du canal de Suez autour de ces projets, et du coup, là aussi, un facteur de développement économique de l'ensemble du pays. Et la dernière remarque que je voulais faire aussi, c'est que c'est une route qui, évidemment, est déjà stratégique, comme cela a été dit, mais qui va conforter son caractère stratégique par le développement de l'Afrique de l'Est, notamment. Et quand vous voyez aujourd'hui les perspectives de développement, notamment dans le domaine pétrolier et gazier du Kenya, de la Tanzanie, du Mozambique, ça donne un surcroît d'intérêt pour le canal de Suez qui est tout à fait remarquable. Monsieur Gauthier ou Madame Barbier? Sur le canal, moi je ne suis pas trop un spécialiste du trafic maritime. Donc, simplement, c'est vrai, je peux simplement dire que c'est effectivement une très très grosse réalisation, et personnellement je l'avais visité quand ils étaient en train, comme vous disiez, de creuser, et c'était effectivement impressionnant. Et côté... Nous avons réussi à évoquer la question du canal de Suez sans prononcer le mot travaux pharaoniques, donc je vous félicite pour cela. Je pense qu'ils n'utilisaient pas tout à fait les mêmes techniques que les pharaons. Mais et le deuxième point, c'est qu'effectivement, on a dû faire une couverture mobile dans des endroits qui étaient relativement au milieu du désert. Et c'était un beau projet, c'est sûr. Alors moi non plus, je ne suis pas concernée. Ça fonctionne. Oui, merci. Moi non plus, je ne suis pas concernée par le canal de Suez dans mon activité. Et par ailleurs, je me rends compte que je représente les CCEF en tant que PME. Je ne suis pas une entreprise du CAC 40 comme les entreprises ici, et que mes préoccupations sont probablement un tout petit peu différentes, et notamment sur les difficultés que j'évoquais, administratives, etc. Et dans ce cadre-là, je viens de créer une entreprise au Caire
pour héberger des entreprises françaises qui souhaiteraient s'installer là-bas. C'est à la fois un hôtel d'entreprise, à la fois un incubateur où on propose tous les services possibles, à la fois recrutement, mais aussi hébergement des salariés au sein de notre entreprise, parce que c'est pas facile, par exemple, d'avoir des visas de travail pour des salariés étrangers en Égypte. Et donc, nous proposons ce service, à la fois des bureaux et à la fois la possibilité pour des entreprises qui souhaiteraient venir en Égypte de les aider à se développer là-bas. Certains d'entre vous savent désormais où s'adresser. Merci pour ces tours de table. Nous allons maintenant ouvrir la session traditionnelle des questions et des réponses. Qui veut débuter? Monsieur? Merci pour vos interventions. Ma question, est-ce qu'on a une idée des investissements des Égyptiens de l'étranger? Pardon. Oui, est-ce qu'on pourrait avoir quelques chiffres ou peut-être une idée? Monsieur le ministre, peut-être pourrait nous indiquer, est-ce que les Égyptiens de l'étranger, je ne parle pas des virements privés, je parle d'investissements industriels, commerciaux, etc. Merci. Donc votre question concerne l'investissement industriel et commercial venant de la part des Égyptiens habitant à l'étranger. L'on ne peut pas donner de chiffres précis pour ce genre d'investissement, car cela est défini par la manière dont l'investissement a pénétré le pays, la manière dont il a été enregistré. Est-ce qu'il a été enregistré en tant qu'investissement égyptien ou en tant qu'investissement français? Disons qu'il est français ou franco-égyptien. Même s'il est franco-égyptien, il est français. C'est considéré comme étant un investissement français. On ne peut pas savoir s'il s'agit d'un investisseur égyptien habitant à l'étranger, sauf si peut-être l'on examine le nom de l'investisseur, de la partie qui a investi, et on voit que le nom est égyptien. Et Mounir. Mounir, tu devrais présenter ton projet pour les orgues. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on est pile dans les temps. Donc je remercie tous les intervenants et l'assistance pour l'attention. Merci beaucoup. Ouais. Attendez, il y avait encore une question. Le dire en français, oui. Effectivement, il y a un groupe d'Égyptiens qui se sont pris de passion pour la France, et notamment pour l'Auvergne. Et donc, ils sont allés au fond de l'Auvergne et ils ont développé un programme d'infrastructure, de développement hôtelier, etc., etc. Donc, ce sont des Égyptiens qui, effectivement, sont partis en Auvergne. Alors, on nous montre un petit peu du doigt, on nous trouve assez originaux, on trouve qu'on est un peu farfelus, mais c'est un coin exceptionnel de France, et nous avons un groupe d'Égyptiens qui y croient et qui sont partis en Auvergne pour développer cette région qui est la plus défavorisée de France. Donc voilà quelques investissements égyptiens en France.